et vous vous trouviez simplement sur la trajectoire au moment où la blessure s'est ravivée, ce qui implique que vous n'êtes pas en cause. Face à un emportement, demandez-vous s'il s'agit d'une manifestation de force ou d'une douleur qui s'est forgé une armure. Cette unique interrogation modifie radicalement votre attitude, vous faisant basculer de la réaction à l'observation, et cette démarche vous offre le recul nécessaire pour mobiliser votre véritable puissance, la faculté de formuler une réponse qui n'alimente pas le brasier. Platon a écrit qu'il faut se montrer bienveillant, car chaque personne que l'on croise est engagée dans une lutte difficile. Cela englobe l'individu qui vous est insupportable, celui dont les propos vous hantent encore, et celui qui vous a traité comme si vous n'aviez aucune importance. Personne n'y échappe. Leur souffrance emprunte peut-être des chemins différents et leur mécanisme de défense se révèle parfois plus acéré, mais le combat intérieur reste identique, et répondre à la douleur par la douleur ne fait que la propager. En revanche, lui opposer la clarté, la compréhension et la compassion permet d'interrompre ce cycle délétère, de refuser l'invitation à entrer dans leur tourmente et de demeurer stable, ce qui s'avère bien plus déstabilisant pour l'autre que n'importe quelle insulte. La compassion n'est pas une marque de faiblesse. Elle requiert une force monumentale pour se retenir face aux tentatives de déstabilisation, pour préserver son calme quand la fierté s'insurge, pour écouter quand l'ego trépigne d'intervenir et pour s'adoucir quand tout votre être pousse à la dureté. C'est là que réside le pouvoir authentique, car il s'exerce sur vous-même, sur vos propres pulsions et sur cette tendance à vouloir barricader chaque fêlure. Socrate affirmait que le moyen le plus court et le plus sûr de vivre avec honneur est d'être en réalité ce que nous affectons d'être. Nous aspirons à projeter l'image d'un être serein, sage et imperturbable, mais la réalité nous surprend le plus souvent dans la réactivité, le désir de l'emporter, d'avoir le dernier mot et de rendre les coups. Ce que nous recherchons pourtant au plus profond de nous-mêmes, c'est le sentiment d'être entier, d'avoir la certitude que personne, pas même l'être le plus cruel, ne possède le pouvoir de nous arracher à notre propre centre. C'est précisément ce sanctuaire que la compassion préserve. Elle ne vous empêche pas de ressentir la blessure, elle vous empêche de devenir cette blessure. Vous l'éprouvez, vous en prenez acte, puis vous respirez et vous recherchez l'action la plus élevée qui s'offre à vous sans y sacrifier votre tranquillité. Parfois, cela se traduit par le choix de parler moins, parfois par celui de s'éloigner, et parfois par une réponse mesurée alors que tout votre être dictait la sévérité, non pas pour ménager l'autre, mais pour vous préserver, car vous n'êtes pas là pour vous abaisser à de petits jeux ou permettre à la détresse d'autrui de dicter votre intégrité. Aristote disait que pour éviter la critique, il suffit de ne rien dire, de ne rien faire et de n'être rien, mais la compassion n'a rien d'une esquive. Elle est une affirmation de présence. Elle représente le sommet de la maîtrise émotionnelle, car elle vous permet de sanctuariser votre énergie sans ressentir le besoin d'exhiber votre force. Vous cessez de compter les points, vous abandonnez la quête de la réplique finale et vous arrêtez de tout ramener à vous, pour enfin appréhender les individus à travers le prisme de ce qu'ils portent, et non plus de la seule manière dont ils agissent. Ce changement de regard transforme l'inconnu agressif en une âme qui traverse une journée éprouvante, le collègue passif-agressif en un être en manque cruel de considération, et la personne qui vous a abandonné en quelqu'un qui n'a jamais appris à rester. Cette approche ne détruit pas vos limites et n'efface pas les conséquences des actes, mais elle extrait intégralement le venin de la situation. Une fois le venin dissipé, votre esprit s'éclaircit. Vous passez à autre chose plus rapidement. Votre sommeil gagne en profondeur, vous cessez de rejouer la même dispute en boucle et vous n'élaborez plus de tirades imaginaires. Vous êtes libre, non pas parce que les autres ont changé, mais parce que vous avez opéré votre propre mue. La compassion s'impose comme la riposte suprême parce qu'elle vous confie les rênes de votre voix, de votre énergie et de votre propre histoire, en vous rappelant que vous n'avez pas à être le reflet des travers d'autrui lorsque vous possédez la capacité d'être votre propre lumière. Une pulsion en vous s'obstine à vouloir les corriger face aux mensonges, aux malentendus ou à la pique feutrée. Votre être se contracte, désireux de rétablir les faits et de sauvegarder votre réputation, vos choix et votre vérité, sous l'impression que le silence équivaudrait à un acquiescement ou à une soumission. Mais que se passerait-il si vous acceptiez simplement de les laisser s'égarer, en décidant que cela n'a strictement aucune importance? C'est précisément à cet endroit précis que votre paix commence à s'installer. Nous croyons souvent qu'avoir raison est synonyme de force, supposant que lorsque quelqu'un nous juge mal ou déforme une histoire, il est de notre responsabilité fondamentale de rectifier le tir, de tenir tête et de dire notre vérité à tout prix. Mais souvent, le coût de la défense de cette vérité est bien plus élevé que nous ne le réalisons, épuisant notre temps, notre énergie, notre calme et notre sommeil, alors que nous échangeons volontiers notre paix pour le simple plaisir d'avoir raison, sans jamais prendre le temps de nous demander si la bataille en valait la peine. Carl Jung a souligné un jour que les gens feraient n'importe quoi, aussi absurde que cela puisse être, pour éviter de faire face à leur propre âme. Et cela inclut se disputer sur des sujets qui n'ont pas besoin de résolution, s'obséder pour des malentendus qui n'ont aucun impact réel sur votre vie, et poursuivre l'illusion que s'ils comprenaient enfin, vous pourriez enfin vous reposer. La véritable paix, pourtant, ne vient pas du fait d'être compris par les autres. Elle vient du fait de se comprendre soi-même assez profondément pour savoir que l'on n'a pas besoin de leur validation pour exister. Nous avons tous connu des moments où quelqu'un nous dépeint sous un faux jour, racontant une histoire de manière à se donner raison et à nous donner tort, ce qui pousse immédiatement notre esprit à bâtir un dossier, à rassembler des preuves et à répéter des discours de défense.
Pourtant, toute cette course mentale prend sa source dans la même blessure. La fausse croyance que notre valeur dépend de leur version de la vérité, alors qu'en réalité, ce n'est jamais le cas. Aristote a sagement dit que c'est la marque d'un esprit cultivé d'être capable de nourrir une pensée sans l'accepter, et la même règle s'applique aux critiques, aux suppositions et aux opinions lancées à votre encontre qui passent complètement à côté de la plaque. Vous avez le pouvoir de les entendre, et même de les garder un instant à l'esprit, tout en choisissant de ne pas les accepter, non pas parce que vous avez peur du conflit, mais parce que vous avez enfin atteint un niveau de clarté intérieure où vous réalisez que tout ne mérite pas une réponse. Laisser quelqu'un se tromper à votre sujet n'est pas un signe de faiblesse. C'est la force dans sa forme la plus silencieuse et la plus puissante, car cela déclare calmement que vous savez qui vous êtes et que vous n'avez pas besoin de leur accord pour vous sentir légitime. Cela ne signifie pas que vous ne devez plus jamais vous exprimer, mais plutôt que vous choisissez qu'en parler en fonction d'un objectif précis et non par orgueil, refusant de mordre à l'hameçon, refusant de vous expliquer auprès de personnes déterminées à vous mal comprendre, et refusant de quémander de l'équité dans des conversations qui n'ont jamais eu la vérité pour but. Socrate enseignait que les esprits forts discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements et les esprits faibles discutent des personnes. Lorsque vous vous engagez dans une correction et une autodéfense sans fin, vous vous laissez souvent entraîner dans cette dernière catégorie, à parler des gens, y compris de vous-même, de manière stérile. Mais lorsque vous vous élevez au-dessus du besoin d'avoir raison, vous entrez dans un endroit plus calme, plus clair et plus élevé d'où se produit une chose remarquable. Le monde devient plus léger à mesure que vous réalisez que vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde, que chaque histoire n'a pas besoin d'être corrigée, et que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de hocher la tête, de ne rien dire et de continuer votre chemin. Ce comportement ne découle pas de l'indifférence, mais de la discipline, parce que vous savez exactement ce que vous coûte votre paix et que vous n'êtes plus prêt à l'échanger contre la simple illusion du contrôle. Laissez-les penser que vous êtes arrogant, laissez-les croire que vous aviez tort et laissez-les vous dépeindre comme ils le souhaitent pour justifier leur propre récit, car vous n'avez pas à transporter leur version de vous dans votre prochain chapitre, ni à perdre des heures précieuses à remodeler une histoire qui n'était même pas vraie au départ. Platon disait que l'opinion est l'intermédiaire entre la connaissance et l'ignorance, et la majeure partie de ce que les gens pensent de vous n'est que cela. Une opinion, filtrée à travers leurs propres souffrances, leurs projections personnelles et leurs visions limitées. Vous n'avez pas besoin de débattre avec une opinion. Il vous suffit de vivre votre vérité si pleinement et si librement que votre vie elle-même devient la réponse, faisant de l'absence de réponse la plus puissante des corrections, en offrant simplement votre paix, votre présence, et en vous alignant encore et encore avec vos valeurs, quel que soit le bruit autour de vous. Si vous avez besoin de leur accord pour vous sentir stable, votre paix sera toujours en péril, vous laissant basculer à la moindre conversation, au moindre message ou au moindre regard de travers, tandis que le fait de les laisser se tromper sans y accorder d'importance vous permet de traverser la vie serein, non pas froid ou détaché, mais d'une clarté magnifique. La vérité n'a pas besoin de crier. Pourtant la plupart des gens traitent chaque insulte comme une balle rapide lancée droit sur leur poitrine, l'attrapant instinctivement, la serrant fort, l'examinant et la transportant avec eux pour le reste de la journée, voire parfois pour le reste de leur vie. Mais si vous n'aviez pas à l'attraper du tout, et si au contraire, lorsque les mots volaient vers vous chargés de sarcasme, de jugement et d'agressivité passive, vous les laissiez simplement tomber sans ressentir le besoin de les bloquer ou de les esquiver. Vous pouvez simplement regarder l'insulte passer et s'écraser au sol dans un bruit sourd et silencieux, totalement dénué d'autorité, ce qui est exactement la visualisation que vous devez employer lorsque quelqu'un prononce une parole cruelle ou piquante conçue pour vous provoquer. Au lieu de vous tendre pour la saisir, vous pouvez l'imaginer flottant juste à côté de votre champ énergétique sans jamais vous toucher, atterrissant derrière vous comme un caillou qu'on a laissé tomber pendant que vous continuez à avancer, reconnaissant que vous ne l'avez pas absorbé, que vous n'avez pas réagi, que vous ne l'avez pas laissé entrer et que vous ne l'avez tout simplement pas attrapé. Cela semble simple, mais cela demande une pratique immense car pour la plupart d'entre nous, les insultes ne restent pas à la surface. Elles percent profondément, non pas parce que les mots en soi sont intrinsèquement tranchants, mais parce qu'une part de nous y croit secrètement ou craint qu'ils ne soient vrais. Ils s'accrochent à de vieilles blessures et à de vieux doutes, vous entraînant dans une spirale émotionnelle, nous rappelant les mots de Carl Jung selon lesquels tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin, ce qui inclut directement vos réactions. Chaque fois que vous attrapez une insulte, vous révélez une partie de vous-même qui n'a pas encore complètement guéri. Un endroit où vous avez encore soif d'approbation, où vous doutez encore de votre valeur et où vous ressentez un besoin désespéré de vous défendre. Mais que se passe-t-il lorsque vous commencez à voir les insultes comme du simple vent, du son sans substance, et juste une autre manifestation de l'énergie de quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas obligé de vous approprier? Soudain, le monde devient plus léger, non pas parce que les gens cessent de lancer des paroles blessantes, mais parce que vous arrêtez de les attraper, dépassant l'indifférence pour devenir entièrement indisponible à ce qui ne vous sert pas. Socrate disait que lorsque le débat est perdu, la calomnie devient l'outil du perdant, ce qui signifie que la plupart des insultes ne vous concernent pas du tout, mais sont des projections et des expressions de la tension, de la peur ou de l'impuissance de l'autre. Une fois que vous cessez de les personnaliser, vous cessez d'être contrôlé par elles. Imaginez chaque conversation comme un match de tennis où vous n'êtes pas obligé de frapper chaque balle qui arrive vers vous, surtout quand la balle est couverte de venin, ce qui signifie que parfois le geste le plus puissant est de ne rien faire du tout, de laisser la balle rebondir loin de vous, de laisser l'insulte tomber au sol et se dissoudre.
Ce genre de calme et de silence intérieur n'est pas passif. C'est une déclaration profonde et un refus tranquille de vous laisser ébranler par chaque basse vibration qui traverse votre espace, disant concrètement que votre paix n'est tout simplement pas négociable aujourd'hui. Aristote écrivait que n'importe qui peut se mettre en colère, c'est facile, mais se mettre en colère contre la bonne personne, au bon degré, au bon moment, pour la bonne raison et de la bonne manière, cela n'est pas facile. Par conséquent, ne soyez pas prompt à la colère, mais soyez prompt à observer et prompt à vous rappeler que l'insulte ne vous concerne pas, à moins que vous ne décidiez qu'elle vous concerne. Utilisez l'outil de visualisation pour vous représenter physiquement les mots lorsqu'ils arrivent. En les regardant flotter vers vous comme des oiseaux de papier que vous n'avez pas besoin de chasser ou d'analyser, mais que vous pouvez simplement regarder perdre leur élan, voltiger jusqu'au sol sans attirer l'attention et rester non réclamé. Le miracle est que plus vous pratiquez cela, plus cela se produit naturellement avec le temps, faisant perdre aux insultes leur pouvoir, non pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que vous êtes pleinement éveillé à qui vous êtes, à ce qui est réel, et au fait que votre énergie est trop précieuse pour être gâchée à réagir à des choses qui ne vous appartiennent pas. Cette visualisation vous entraîne à préserver votre paix en temps réel pour devenir comme une montagne que le vent ne fait pas bouger, non pas par entêtement, mais parce que vous êtes ancré dans la vérité que chaque mot ne mérite pas votre attention, chaque opinion ne mérite pas votre engagement et chaque jugement n'a pas besoin d'être corrigé. Laissez les gens être qu'ils sont et laissez-les parler depuis leur propre souffrance s'ils le doivent, mais ne l'attrapez pas, ne transformez pas leur bruit en votre problème et laissez-le simplement tomber. La plupart des gens veulent être forts émotionnellement, mais seulement en théorie, aimant l'idée abstraite d'être calme, ancré et imperturbable. Pourtant lorsqu'un véritable déclencheur apparaît, une réponse tardive, un ton irrespectueux ou quelqu'un qui leur coupe la route en voiture, toute cette force imaginée s'évanouit parce qu'ils ne parviennent pas à voir ces moments comme les meilleures occasions que la vie leur donne pour s'entraîner. On ne développe pas sa force émotionnelle en évitant l'inconfort. On la développe en affrontant de petits déclencheurs chaque jour et en choisissant de ne pas scier. Tout comme le corps ne développe pas des muscles plus forts en restant assis, mais en se confrontant à la résistance, à la tension et à l'effort. Le processus de croissance physique n'est pas toujours confortable, mais cet inconfort est précisément là où le développement commence, et la même règle est profondément vraie pour l'esprit et encore plus vraie pour les émotions. Vos déclencheurs sont vos haltères émotionnels, ce qui signifie que chaque fois que quelqu'un vous irrite et que vous choisissez de ne pas réagir, ou chaque fois que vous ressentez une bouffée de colère, de jalousie ou de peur et que vous la traversez par la respiration au lieu de la nourrir, vous recablez activement votre système nerveux. Vous réentraînez vos réflexes émotionnels et développez votre endurance là où il y avait de la panique, créant de l'espace là où il y avait de l'impulsion, faisant écho au sentiment de Carl Jung selon lequel tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes, ce qui peut aussi mener à la maîtrise si vous choisissez de travailler avec. Si vous choisissez de traiter la vie comme une salle de sport et vos émotions comme les muscles que vous êtes ici pour renforcer, vous briserez le cycle de la réaction émotionnelle dans lequel la plupart des gens vivent, répondant automatiquement aux événements sans pause et sans conscience, passant du déclencheur à la réaction, puis au regret et à la répétition. Ils se sentent constamment épuisés parce qu'ils n'ont jamais entraîné leur corps émotionnel, traversant la vie sans condition physique mentale et laissant chaque secousse, chaque ton ou chaque retard les désaccorder complètement. Une fois que vous commencez à vous entraîner avec vos déclencheurs, tout change parce que vous arrêtez de prendre les choses personnellement. Non pas par insensibilité, mais parce que vous êtes devenu assez précis pour sentir l'émotion monter, l'observer et choisir intentionnellement ce que vous allez en faire. Ce choix est la définition même de la force, de la maîtrise de soi et de la véritable liberté. Lorsque quelqu'un vous coupe la route, ce moment où votre cœur s'emballe et votre poitrine se serre est une répétition, non pas pour vos bras, mais pour votre conscience. Vous pouvez choisir de klaxonner, de jurer et d'entrer dans une spirale négative, ou vous pouvez choisir d'inspirer, en vous rappelant que c'est votre entraînement et que l'autre personne n'est qu'un inconnu que vous ne reverrez jamais, tandis que votre réaction est ce qui reste avec vous et vous façonne. Multipliez ce moment par une centaine de petites interactions par jour, et vous obtenez votre salle de sport émotionnel qui se trouve dans le collègue qui vous interrompt, le message que vous attendiez mais que vous n'avez pas reçu, le wifi qui rame, le café renversé et la remarque passive-agressive. Chacune de ces situations est une répétition à travers laquelle vous devenez plus fort, non pas par la force, mais par le choix, et non pas en prétendant que cela ne vous touche pas, mais en restant entièrement conscient au beau milieu de la situation. Socrate disait que le secret du changement consiste à concentrer toute son énergie non pas à combattre le passé, mais à construire l'avenir. Alors ne perdez pas de temps à combattre chaque déclencheur ou à vous obséder sur le fait que vous avez été agacé, que vous vous êtes senti disrespecté ou que vous avez perdu patience. Au lieu de cela, demandez-vous comment vous pouvez utiliser ce moment et le laisser devenir la répétition exacte dont vous aviez besoin aujourd'hui, en reconnaissant que la maîtrise émotionnelle ne consiste pas à ne jamais être provoqué, mais à utiliser vos déclencheurs comme des partenaires d'entraînement. Ce changement de perspective signifie que vous arrêtez d'éviter les conversations difficiles, que vous arrêtez de fuir les situations qui vous mettent mal à l'aise, que vous arrêtez de reprocher au monde de ne pas être plus facile, et qu'au lieu de cela, vous devenez meilleur pour garder votre équilibre en son sein. Vous commencez à voir la frustration non pas comme un problème, mais comme une résistance que vous devez soulever, envisageant l'envie non pas comme quelque chose à étouffer, mais comme quelque chose à examiner pour ce qu'elle vous enseigne sur vos propres désirs inassouvis, et laissant même la tristesse faire partie de l'entraînement.
Lorsque vous vous laissez ressentir pleinement la tristesse sans lui permettre de guider vos décisions, vous développez votre capacité émotionnelle. Cette aptitude rare à contenir une grande énergie sans perdre votre cap. Aristote disait que nous sommes ce que nous répétons chaque jour, faisant de l'excellence une habitude plutôt qu'un acte isolé, et cela inclut l'excellence émotionnelle. Si vous voulez être calme sous la pression, vous devez pratiquer le calme quand les situations sont sous pression. Et si vous voulez être patient, vos désagréments quotidiens sont le terrain de jeu idéal. Il n'y a pas de transformation magique à l'horizon. Il n'y a que le moment présent et le choix de s'entraîner encore et encore. Une pratique qui recable littéralement votre cerveau, approfondit votre respiration, ralentit votre réponse par défaut et crée un sentiment d'espace. Cet espace entre le stimulus et la réponse vous donne la latitude nécessaire pour choisir une option plus élevée que vos schémas passés et décider de qui vous devenez moment après moment. Ce qui est l'essence même de votre évolution. La plupart des gens passent leur vie entière à éviter l'inconfort, à esquiver les déclencheurs et à fuir tout ce qui ravive leurs blessures, mais vous n'êtes pas là pour fuir. Vous êtes là pour grandir, ce qui signifie marcher vers la tension avec un but précis plutôt qu'avec de la peur. Laissez vos déclencheurs vous instruire. Laissez-les exposer vos limites et laissez-les vous montrer les parties de vous-même qui s'accrochent encore à de vieilles croyances, de vieilles insécurités et de vieilles réactions. Chaque fois que vous ressentez cette étincelle familière d'irritation, de fierté ou de panique, marquez une pause et voyez-y le signal du début d'une nouvelle série. Votre moment pour soulever la charge, votre moment pour choisir et votre moment pour devenir la personne que vous prétendez être. Cette force émotionnelle tranquille et constante se construit dans les moments que personne ne voit, car personne n'applaudit lorsque vous vous arrêtez au lieu de vous emporter, et personne ne vous organise un défilé pour être resté silencieux alors que vous auriez pu exploser, mais ce sont précisément ces répétitions qui comptent et qui forgent le corps émotionnel dont vous avez besoin pour porter tout le reste, prouvant que la vie ne vous punit pas, elle vous façonne. La plupart des gens croient au conseil moderne qui consiste à dire sa vérité, s'entendant dire de ne pas refouler les choses, de ne pas se laisser marcher dessus et d'exprimer ce qu'ils ressentent pour ne pas que cela s'envenime, et bien qu'il y ait du vrai là-dedans, ce n'est pas toute la vérité. Il existe une forme spécifique d'expression qui ne vous libère pas mais qui s'échappe de vous, agissant non pas comme une guérison, mais comme un mal déguisé en honnêteté, ce qui est exactement ce qui se produit lorsque vous parlez depuis la blessure plutôt que depuis la sagesse, et depuis la douleur plutôt que depuis la compréhension. Il y a un temps pour parler, mais il y a aussi un temps crucial pour attendre, pas éternellement, mais juste assez longtemps pour laisser passer le coup de sang, laisser le bruit s'apaiser et permettre au message que vous portez de trouver de la clarté plutôt que du chaos, car ce que nous disons dans la douleur ne ressemble souvent en rien à ce que nous pensons dans la paix. Carl Jung a noté que connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face à l'obscurité des autres, mais vous ne pouvez pas connaître votre propre obscurité lorsqu'elle est encore brûlante, lorsque votre système nerveux est submergé et que votre ego réclame à grands cris de la validation, de la défense ou de la vengeance. Dans cet état de réactivité, vous ne parlez pas depuis votre être véritable, mais depuis votre blessure, et les blessures ne possèdent pas un vocabulaire constructif. Elles possèdent des réflexes de survie qui blâment, exagèrent, s'expriment en ultimatum et disent des choses qui ne pourront jamais être effacées. C'est pourquoi le silence au bon moment est une stratégie, une retenue et une protection contre le fait de dire une chose qui pourrait soulager sur le coup, mais qui détruira tout ce que vous avez mis des années à construire. Cette pause, où vous voulez tout dire mais choisissez de ne rien dire, est l'instant où votre véritable force est mise à l'épreuve. Car il est extrêmement facile de parler quand les émotions sont vives, mais incroyablement difficile d'attendre, de tout ressentir et de ne rien dire. Il faut une puissance profonde pour s'asseoir avec la douleur sans la projeter, en laissant votre tempête intérieure s'apaiser complètement avant d'y inviter qui que ce soit d'autre. Socrate a dit un jour que la meilleure façon de vivre avec honneur dans ce monde est d'être ce que l'on prétend être, et alors que beaucoup de gens prétendent être forts en parlant les premiers, en ayant le dernier mot et en déchargeant ce qu'ils ressentent sans en considérer le coût, la vraie force dit « Je souffre et je choisis pourtant de ne pas te blesser avec ma douleur. Je suis en colère, mais je ne permettrai pas que cela soit la seule voix dans la pièce. Je suis provoqué, mais je ne transformerai pas cela en arme. » Ce genre de silence est sacré parce qu'il vous donne l'espace nécessaire pour trouver votre vérité. Non pas la vérité déformée par l'émotion brute, mais celle qui est ancrée dans la conscience de soi, qui assume sa responsabilité au lieu de se contenter d'accuser, et qui vous honore autant vous que la relation dans laquelle vous vous exprimez. Une fois que vous commencez à guérir, vos mots s'adoucissent naturellement, cessant de résonner comme des explosions pour commencer à sonner comme de véritables prises de conscience, parce que vous ne cherchez plus à marquer un point ou à punir quelqu'un, mais à créer du lien et à construire quelque chose de plus fort que votre douleur. Ironiquement, une fois que vous avez accompli ce travail intérieur profond, vous découvrez souvent que vous n'avez même pas besoin de dire la moitié de ce que vous pensiez initialement, car la charge émotionnelle s'est dissipée, le besoin de se défendre s'est évanoui, l'urgence s'est estompée et ce qui reste est une clarté calme et ancrée. Depuis cet endroit, vous pouvez parler avec une puissance qui ne blesse pas, en vous exprimant sans déverser d'émotions non digérées sur quelqu'un qui ne le mérite peut-être pas, honorant l'idée d'Aristote selon laquelle si n'importe qui peut se mettre en colère contre la bonne personne, au bon degré, au bon moment et de la bonne manière n'est pas chose facile. Il en va de même pour toutes les émotions intenses. Les mots que vous prononcez dans votre état le plus réactif ne sont pas sages, ils sont juste forts, et fort ne signifie pas vrai. Fort signifie simplement blessé. Si vous ressentez encore le besoin de gagner,
si vous êtes encore en train de formuler des phrases dans votre tête conçues pour piquer ou faire honte, ou si vous ressentez cette tension familière dans la gorge, une respiration accélérée et un esprit qui s'emballe, vous n'êtes pas prêt à parler. Attendez que votre clarté revienne et que vous puissiez séparer votre vérité de votre douleur, vous permettant de vous exprimer sans avoir besoin de dominer, de blesser ou d'avoir raison. Lorsque vous parlez après avoir guéri, vous utilisez moins de mots, mais ils portent beaucoup plus loin parce que vous n'avez pas besoin de refaire toute l'histoire. Vous nommez simplement ce qui est vrai, ce qui compte et ce que vous avez appris. Les gens ressentent cette différence profonde et deviennent plus ouverts et moins défensifs parce que vous offrez de la compréhension au lieu de leur jeter votre douleur au visage. Et même s'ils ne parviennent pas à comprendre, vous pouvez repartir avec la certitude d'avoir parlé depuis votre part la plus élevée, ce qui vaut bien plus que la satisfaction éphémère d'avoir tout déballé. Laissez d'abord la blessure vous parler pour vous dire ce qui vous fait encore mal et vous montrer là où vous avez besoin de douceur, de compassion et de limites. Occupez-vous de cela en premier. Puis parlez depuis la cicatrice et non depuis la coupure, depuis la leçon et non depuis le chaos, et avec de l'amour pour vous-même plutôt que comme une arme contre quelqu'un d'autre, car le silence utilisé à bon escient est la force qui protège votre paix, votre dignité et votre avenir. La plupart des gens ne se contentent pas de ressentir des émotions. Ils le deviennent, passant du calme à la fureur en un instant à cause d'une simple remarque ou d'un retard imprévu, laissant l'émotion devenir un prisme déformant à travers lequel ils oublient qu'ils ne sont pas l'émotion, mais celui qui l'observe. Cette différence vitale entre être le sentiment et l'observer constitue la frontière entre le chaos et la clarté, séparant ceux qui se laissent malmener par chaque pensée de ceux qui savent rester parfaitement immobiles au centre de la tempête. Le rappel de Carl Jung selon lequel l'inconfort dirigera votre vie et sera appelé destin s'applique directement à ces courants émotionnels qui surgissent sans prévenir, envahissant votre système et faisant de vous leur marionnette à moins que vous n'ayez pratiqué la pleine conscience. Les sentiments ne sont pas des faits. Ce sont des visiteurs qui se présentent, s'expriment et s'en vont. Ce qui signifie que si vous apprenez à faire une pause, ne serait-ce que le temps d'une respiration, vous créez l'espace requis pour vous rappeler que vous n'êtes ni la colère, ni la peur, ni l'ego qui hurle pour se défendre, mais l'observateur derrière les pensées qui peut choisir de ne pas réagir. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Mais la connaissance de soi commence par la séparation. Prendre du recul pour remarquer l'histoire que votre émotion vous raconte sans y croire aveuglément. En reconnaissant que lorsque la colère exige une action immédiate, le fait d'attendre quelques secondes révèle qu'il ne s'agit que d'énergie, d'un mécanisme de défense et d'un signal d'alarme provenant d'une partie de vous qui s'est sentie menacée et qui perd son pouvoir dès qu'on lui désobéit. La peur fonctionne de la même manière, s'infiltrant par des murmures de catastrophe et contractant votre poitrine, mais l'observer et la nommer vous ramène directement dans le présent en tant que témoin, qui reste calme en sachant qu'aucun sentiment ne dure et que tous traversent le ciel de votre conscience comme des nuages, et que vous n'êtes pas le nuage, vous êtes le ciel. L'exigence d'Aristote face à la colère devient possible grâce à la désidentification. Ce super pouvoir qui permet de dire que l'on sent la colère monter tout en n'étant pas cette colère. Un basculement qui transforme la réaction en une réponse consciente et vous empêche d'être manipulé comme un pantin. Cette pratique ne signifie pas que vous refoulez ou niez l'émotion. Vous l'accueillez et la ressentez profondément, mais vous ne construisez pas votre identité sur elle et vous ne la laissez pas prendre racine, la traitant plutôt comme une alarme incendie bruyante et urgente face à laquelle vous ne détruisez pas tout à coup de marteau, mais vous enquêtez pour voir s'il y a un véritable incendie ou juste de la fumée. Chaque fois que vous choisissez d'observer plutôt que de réagir, vous devenez plus centré, cohérent et stable. Modifiant votre énergie de sorte que vous n'êtes plus facilement déstabilisé ou provoqué, car vous refusez de laisser les sentiments définir qui vous êtes. Platon écrivait que la première et la plus belle des victoires est de se vaincre soi-même, ce que vous accomplissez par la conscience en remarquant le moment exact où l'émotion veut prendre le volant et en choisissant calmement de garder vos mains dessus à sa place. Cela demande de la pratique, de la patience et de la discipline, mais chaque moment de désidentification vous rapproche de la souveraineté émotionnelle, un état où votre paix ne dépend plus de l'harmonie extérieure mais de la séparation intérieure entre vous et la tempête. Le monde ne va pas se taire simplement parce que vous avez trouvé votre paix. Les gens continueront à vous couper la parole, à parler dans votre dos, à mal interpréter vos intentions, à ne pas s'excuser, à choisir leur ego plutôt que l'honnêteté et à vous apporter des pertes imprévues, mais si vous maîtrisez votre façon de le traverser, vous ne flancherez pas. La plupart des gens vivent dans une turbulence émotionnelle constante, oscillant entre les déclencheurs comme une bille de flipper parce qu'ils s'imaginent avoir besoin d'un monde plus bienveillant et plus prévisible pour aller bien, tentant de gérer tout ce qui se trouve à l'extérieur d'eux-mêmes tout en courant après le contrôle comme si c'était le seul moyen de rester à flot. Mais vous n'avez pas besoin de contrôler les vagues lorsque vous pouvez apprendre à rester immobile en leur sein, incarnant les mots de Carl Jung « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Dans cet état, vous devenez intouchable non pas parce que rien ne vous atteint, mais parce que plus rien ne vous possède, ce qui vous empêche de vous aligner sur chaque humeur négative dans la pièce ou de basculer brutalement au gré des paroles d'autrui. Vous vivez en acteur qui répond plutôt qu'en sujet qui réagit, vous éloignant des réactions rapides, défensives et dictées par la peur pour aller vers des réponses lentes, délibérées et conscientes, nées de la présence. La même insulte qui vous brûlait autrefois ne résonne plus que comme un bruit de fond, le même rejet prend des airs de redirection, et vous perdez le besoin de faire vos preuves, de gagner des débats, de contrôler les résultats ou de réclamer des excuses et une compréhension absolue. Socrate disait que pour se trouver, il faut penser par soi-même.
ce qui exige que vous vous voyez distinct des vagues d'émotions, du bruit de l'ego et des tempêtes dans lesquelles les autres vivent. Car lorsque vous savez qui vous êtes, personne d'autre ne peut vous dicter qui vous n'êtes pas. Lorsque vous maîtrisez cela, vous n'êtes pas un robot insensible. Vous remarquez toujours la trahison, le sarcasme et la perte, et vous vous en souciez toujours, mais vous répondez depuis la sagesse forgée par la blessure plutôt que depuis la blessure elle-même. Cette confiance tranquille se manifeste dans votre façon de respirer quand les autres crient, dans votre choix du silence plutôt que de vouloir prouver que vous avez raison, et dans votre façon de vous éloigner, non pas par faiblesse, mais parce que vous en avez fini de vouloir convaincre qui que ce soit de votre valeur. Platon écrivait que la plus grande force réside dans la retenue et la discipline. La capacité de rester aligné quand tout autour de vous cherche à vous déstabiliser, vous permettant d'avancer avec moins de bruit et plus de clarté. C'est l'étape ultime où le monde continue de gronder, mais où votre âme reste silencieuse parce que vous avez appris à affronter la vie avec une force intérieure authentique qui n'a pas besoin d'artifice ni de mise en scène, vous laissant non pas provoquer, mais entraîner, et pleinement responsable de votre propre énergie, de vos choix et de votre vie. Le monde remarque quand vous portez en vous quelque chose de rare, une immobilité que nulle insulte ne peut briser, un calme qui ne dépend pas du confort, et une clarté qui ne vient pas de la fuite du chaos, mais du fait de le traverser droit devant pour en sortir indemne. Quand le monde cherche à vous déstabiliser, rappelez-vous que votre force ne réside pas dans l'intensité de votre réaction, mais dans la discrétion avec laquelle vous restez centré. Laissez-les crier, laissez la vie prendre des virages sinueux, car vous n'êtes pas là pour vous aligner sur la tempête. Vous êtes là pour maîtriser votre calme. Si vous êtes prêt à continuer à aiguiser votre esprit et à stabiliser votre âme, regardez la prochaine vidéo sur votre écran. Vous connaissez cette sensation de lourdeur qui pèse sur votre poitrine avant même d'ouvrir les yeux. Un autre matin, la même tempête sous votre crâne, avec des pensées qui s'emballent pour vous dire que vous échouez, que vous prenez du retard et que vous n'êtes tout simplement pas à la hauteur. Vous vous dites que c'est juste une passade et vous prétendez que tout va bien, mais au fond, quelque chose brûle, exposant une vérité que personne n'aime formuler à haute voix. La plupart des gens ne vivent pas, ils réagissent à la peur, étouffent sous l'anxiété et sont submergés par une colère qu'ils ne comprennent pas. On vous a appris à combattre vos émotions, à les refouler et à vous montrer fort tout en vous effondrant intérieurement. Mais si le vrai problème était là, et si tout ce qu'on vous a dit sur la gestion de l'esprit était faux? Les stoïciens ne nous ont pas appris à fuir l'émotion. Ils nous ont appris à l'affronter avec clarté, à la dépouiller de son illusion et à cesser de confondre les pensées avec la vérité. Marc Aurèle écrivait que vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Alors pourquoi passons-nous nos journées à essayer de réparer le monde extérieur tout en laissant notre monde intérieur dépérir? Cette vidéo n'est pas là pour vous réconforter. Elle est là pour vous mettre au défi, car tant que vous ne ferez pas face à ce qui vous contrôle, vous ne serez jamais libre. Si vous êtes prêt à cesser de vivre dans la réaction pour commencer à penser avec un but, abonnez-vous. Pour cette version de vous-même qui refuse d'être gouvernée par le chaos plus longtemps, c'est votre premier pas vers la reconquête de la paix intérieure. Alors commençons. La peur ne se manifeste pas toujours sous les formes dramatiques auxquelles on s'attend. Parfois, elle est silencieuse, fredonnant en arrière-plan et se déguisant sous les traits de la prudence ou d'une simple réflexion approfondie. Elle s'installe au cœur de vos décisions, façonnant ce que vous choisissez de dire, ce dans quoi vous choisissez de rester et ce dont vous éloignez en silence, vous convainquant que le silence est plus sûr que la parole, que l'attente est plus sage que l'action et qu'il vaut mieux éviter que d'échouer. Par conséquent, vous ne passez pas ce coup de fil, vous n'avez pas cette conversation et vous ne faites pas ce premier pas, hésitant assez longtemps pour que les opportunités s'effacent, que les liens se distendent et que les rêves prennent la poussière. Pendant ce temps, la peur murmure qu'elle vous protège de la douleur, de l'embarras et de la déception, mais en vérité, elle vous empêche de devenir la personne que vous êtes censé être. Avec le temps, vous n'avez même plus besoin de raison pour dire non, cela devient automatique. Vous commencez à appeler cela votre personnalité, mais ce n'est pas ce que vous êtes. C'est ce que la peur vous a entraîné à être. La tragédie est que la plupart des gens ne s'en rendent compte qu'après des années, lorsque le regret remplace l'espoir, les laissant regarder en arrière et se demander comment leur vie est devenue si petite, si répétitive et si douloureusement sécurisée. La peur ne s'appelle jamais peur. Elle dit plutôt que vous n'êtes pas prêt ou suggère d'attendre le bon moment, mais le bon moment n'arrive jamais parce que la peur s'en assure. Vous commencez à mesurer votre vie à l'image de ce que vous avez préservé au lieu de ce que vous avez vécu, protégeant votre fierté, votre image et votre confort tout en perdant votre élan, votre profondeur et votre joie. Les stoïciens le voyaient clairement, Marc Aurèle écrivant que ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais plutôt de ne jamais commencer à vivre. C'est cela le véritable coup de la peur, pas seulement l'inaction, mais le manque de vitalité. Ce type de présence qui n'émerge que lorsque l'on fait des choses qui accélèrent le pouls, noue l'estomac et élargissent l'esprit. La peur vous offrira une vie tranquille, et si vous n'y prenez pas garde, vous accepterez cette offre et l'appellerez « paix ». Mais ce n'est pas de la paix, c'est de la paralysie. Le changement ne commence pas en faisant semblant que la peur n'existe pas, mais au moment où vous admettez sa présence, où vous la regardez dans les yeux et lui demandez ce qu'elle essaie réellement de protéger en vous. Cette question brise le sort parce que la majeure partie de nos peurs ne relève pas d'un danger réel, mais d'une menace perçue, et cette menace est presque toujours émotionnelle. Vous avez peur d'être rejeté, d'avoir l'air ridicule ou d'être mal compris, mais aucune de ces choses ne vous brisera réellement.
Ce qui brise les gens, c'est la douleur sourde d'une vie non vécue et le poids de se demander ce qui aurait pu se passer. C'est le genre de douleur dont la peur ne vous avertit pas, masquant le fait qu'éviter l'échec signifie aussi éviter la croissance, que protéger votre image peut signifier sacrifier votre authenticité, et qu'en cherchant à éviter la déception, vous finissez par vous décevoir vous-même lentement, silencieusement et de manière répétée. La peur n'est pas le méchant ni même l'ennemi. C'est un messager, et lorsque vous cessez de la fuir pour l'écouter vraiment, elle a souvent quelque chose d'utile à dire. Cependant, écouter ne signifie pas obéir. Cela signifie comprendre, car on peut ressentir la peur et choisir malgré tout d'avancer, en la portant avec soi sans lui laisser la direction. Épictète disait que nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même, et la peur, lorsqu'elle n'est pas canalisée, devient le maître qui écrit le scénario et fixe les limites. Plus vous la laissez diriger, plus vous vous persuadez que la vie doit être lourde, prudente et tendue, mais c'est simplement ce qui se produit lorsque l'évitement devient votre mode par défaut. Vous n'avez pas besoin d'effacer la peur. Vous devez changer votre relation avec elle, reconnaître quand elle s'exprime et apprendre à dissocier sa voix de la vôtre. Vous n'êtes pas la peur. Vous êtes celui qui l'entend, et cet espace entre la voix et l'action est précisément là où réside votre pouvoir. C'est l'espace qui vous permet d'observer, de faire une pause et de choisir. Un espace qui s'élargit dès que vous cessez de qualifier la peur de faiblesse pour la voir comme un professeur. Chaque peur, qu'elle soit bruyante ou subtile, pointe vers quelque chose d'important. Quelque chose auquel vous tenez, que vous n'avez pas encore guéri ou vers lequel vous devez aller. La croissance ressemblera toujours à de la peur au début. C'est ainsi que vous savez que vous êtes à l'aube de quelque chose de réel. Car le courage n'est pas l'absence de peur, c'est ce qui se produit lorsque vous agissez malgré elle. Non, cela ne sera pas agréable immédiatement, et cela pourra même être terrifiant, mais sous cet inconfort se trouve l'énergie, le mouvement et le possible. Vous ne devancerez jamais la peur, mais vous pouvez cesser de la fuir en vous retournant pour lui faire face. Quand vous le faites, elle devient souvent plus petite, moins puissante et moins permanente que vous ne l'imaginiez, révélant que l'objet de votre crainte n'était qu'une projection, une histoire ou une ombre projetée sur un mur. Carl Jung a dit un jour que ce à quoi on résiste persiste, mais s'amplifie également, et c'est exactement ce que fait la peur quand vous la niez. Quand vous cessez de résister et que vous l'accueillez avec présence pour lui demander ce qu'elle cherche à vous enseigner, vous vous réappropriez votre force, vous quittez son emprise et vous commencez à ressentir un mouvement retrouvé qui génère élan et liberté. Cette liberté ne commence pas par un bond de géant, mais par un moment de calme et d'honnêteté où vous déclarez que vous avez peur, mais que vous avancez quand même, parce que votre vie est trop précieuse pour être dictée par des ombres. Nous avons été conditionnés à croire qu'il n'y a que deux façons de gérer la colère, exploser ou refouler, ce qui signifie que soit vous dites quelque chose que vous regretterez, soit vous ne dites rien et vous le regrettez tout autant. Ces deux options vous maintiennent prisonnier car elles découlent d'une déconnexion du message inscrit dans la colère. Cette voix qui affirme que la situation n'est pas acceptable, signalant une frontière franchie ou une valeur bafouée. Si vous ne ralentissez jamais assez pour entendre ce qu'elle tente d'exprimer, elle se transforme en ressentiment, en amertume, en agressivité passive, à terme, en épuisement, une tension que vous ne pouvez porter qu'un temps avant qu'elle ne détériore votre corps et votre esprit. La plupart des gens marchent avec une colère silencieuse née il y a des années et qui n'a jamais trouvé d'exutoire, se dissimulant dans leur façon de surréagir à des broutilles, de se méfier des autres sans savoir pourquoi ou de sentir leur poitrine se serrer à l'évocation d'un certain souvenir. Parce qu'on ne nous apprend jamais à l'analyser, nous la normalisons sous forme d'un tempérament impulsif ou comme un trait d'identité, alors qu'il s'agit en réalité de ce que nous n'avons ni libéré ni compris. Sénèque a écrit que la colère, si elle n'est pas contenue, nous est souvent plus nuisible que l'injure qui la provoque, ce qui signifie que les dommages collatéraux sont généralement pires que la cause initiale. La colère n'est pas mauvaise, mais elle est puissante, et tout ce qui est puissant sans être compris devient dangereux. Vous devez donc faire preuve de curiosité plutôt que de crainte, en vous demandant quelle partie de vous est blessée, quelle attente a été déçue ou quelle peur se cache sous le feu. La colère, à la racine, est une douleur qui n'a pas trouvé de mots, une vulnérabilité qui s'est blindée pour survivre. Mais l'armure isole tout autant qu'elle protège, vous empêchant de vous connecter, même à vous-même. Traiter la colère différemment implique de faire une pause, prouvant que vous êtes assez fort pour contenir le feu sans le projeter sur autrui, et de laisser le sentiment monter sans lui donner les commandes. Cela signifie retenir ce message, ne pas élever la voix et refuser de réagir avant d'avoir posé des questions plus profondes, quitte à accepter l'inconfort le temps que l'histoire s'éclaire. La colère a toujours une histoire, et lorsqu'on l'écoute pleinement, elle se mue souvent en clarté, en tristesse, en deuil ou même en compassion, vous permettant de ne plus la laisser loger gratuitement dans votre corps sans pour autant excuser ce qui s'est passé. Il réside une puissance tranquille chez la personne qui ressent profondément mais répond avec sagesse. Le genre d'individu capable de s'éloigner plutôt que d'exploser, d'exprimer la vérité sans cruauté et de contenir la tension sans la répercuter sur les autres. Cette maîtrise se construit instant après instant, respiration après respiration, dans l'intervalle entre le déclencheur et la réaction, cet espace même où naît le choix et où vous cessez d'être l'esclave de vos émotions. Carl Jung soulignait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes, nous invitant à regarder à l'intérieur pour découvrir la part de nous qui souffre encore, qui espère ou qui se souvient. Plus vous êtes honnête envers cette part, moins la colère a le pouvoir de vous contrôler,
vous donnant la capacité de répondre avec hauteur plutôt que par impulsion. Vous n'y arriverez pas toujours, et parfois le feu l'emportera encore. Mais chaque fois que vous faites une pause, que vous vous questionnez et que vous choisissez la compréhension plutôt que la réaction, vous forgez une discipline émotionnelle rare et une liberté qui ne dépend pas du bon comportement du monde pour être en paix. L'anxiété est silencieuse mais persuasive, chuchotant juste assez fort pour vous faire douter de vous-même tout en feignant de vous aider, en vous offrant un faux sentiment de contrôle enveloppé de logique, de prudence et de responsabilité. Elle dit des phrases comme « réfléchis-y juste une fois de plus » ou « prépare-toi au pire au cas où », résonnant tellement comme votre propre raison qu'elle vous piège, alors qu'en dessous coule un flux de peur lié à l'incertitude, à la perte, au jugement et à l'effondrement. L'anxiété vous convainc qu'en ressassant chaque scénario vous gardez une longueur d'avance, mais en réalité, vous tournez en rond, vous vous épuisez et vous répétez une douleur qui n'existe pas. Cela commence modestement par une tâche oubliée, un regard étrange ou une échéance, et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre rythme cardiaque s'accélère, votre esprit s'emballe, vous anticipez des conversations imaginaires et vous dramatisez l'avenir pendant que le moment présent s'échappe sans attention. Vous ne résolvez rien. Vous vous préparez à quelque chose de vague et de terrible que vous supposez réel par le simple fait de le ressentir, mais les sentiments sont des expériences, pas des faits ni des preuves. Cette présence, cette clarté et ce sentiment d'action sont précisément ce que l'anxiété vous dérobe parce qu'elle vous pousse à vivre comme si chaque pensée méritait votre attention et chaque inquiétude constituait une alerte. La plupart des soucis ne sont que des échos, de vieux schémas et des peurs familières ressassés au point de ressembler à des vérités, mais à y regarder de près, ce n'est que du bruit mental bien interprété, pas des prédictions ni des ordres. Vous n'avez pas à débattre avec chaque pensée anxieuse ni à démonter chaque scénario. Vous devez juste revenir à ce qui se trouve devant vous, au son de votre respiration et au sol sous vos pieds. S'ancrer dans le présent est la clé pour retrouver la paix, atténuant l'emprise de l'anxiété parce que c'est là que se déploie votre vie et votre puissance. L'anxiété veut vous faire croire que penser davantage équivaut à mieux se préparer, mais cela ne fait que différer la vie, vous enfermant dans une boucle aux 1000 variations de la même crainte. La paix s'acquiert en apprenant à vivre sans exiger toutes les réponses, en développant la confiance dans votre capacité à gérer ce qui se présente au moment où cela se présente, une certitude qui s'acquiert en s'avançant vers l'inconnu pour s'apercevoir qu'il ne vous détruit pas. Aristote affirmait que le courage est la première des qualités humaines car elle garantit les autres. Et le courage face à l'anxiété consiste à s'engager dans sa vie, même quand l'esprit conseille de rester caché. Vous ne devez pas chaque minute de votre journée à votre anxiété, pas plus que vous n'êtes tenu de répondre à chaque supposition ou de régler chaque dénouement potentiel. Parfois, il faut juste respirer, être présent et laisser passer la pensée, ce qu'elle fera si vous cessez de l'alimenter par votre attention. Plus vous vous ancrez dans le présent, plus l'anxiété s'apaise, non pas parce qu'elle s'efface, mais parce que vous lui retirez l'autorisation d'avoir le dernier mot. Vous n'êtes pas vos émotions, une vérité simple capable de tout changer, bien qu'elle soit difficile à intégrer lorsque l'on se trouve emporté par les vagues intenses de la honte, de la peur ou de la colère. La honte donne l'impression d'être un raté après une erreur, la peur murmure qu'un danger rôde avant de tenter sa chance, et la colère prétend que vous avez été lésé et qu'il faut répliquer, amenant ces émotions à nous définir plutôt qu'à simplement nous traverser. Nous commettons l'erreur de prendre le sentiment pour un ordre au lieu d'un indicateur signalant un mouvement plus profond en soi, et en les traitant comme des vérités absolues, nous leur laissons régir nos actes, orienter nos choix et fixer notre valeur. Nous évoluons dans un monde qui exige un bonheur constant et l'éradication du négatif, mais le but devrait être d'apprendre à cohabiter avec ces états sans les laisser nous définir. Éprouver de la tristesse, de l'anxiété ou de la colère est le signal naturel que l'on est vivant, que l'on est sensible et que l'on est humain, ce qui signifie que vous n'êtes pas faible d'éprouver toute la palette de la vie. Vous êtes invité à grandir. Cela ne signifie pas que vous ne traverserez plus jamais ces zones de turbulence, mais qu'elles ne dicteront plus vos décisions, vous laissant le choix de la réponse. La liberté réside dans une vie où les émotions ne gouvernent ni vos pensées, ni vos actions, ni votre identité, vous rappelant que, dès lors que vous comprenez que vos émotions font partie de vous sans vous définir, vous cessez d'être une victime, vous arrêtez de réagir et vous commencez à répondre avec clarté et intention. Vous n'êtes pas brisé. Vous détenez le véritable pouvoir qui émerge lorsque vous comprenez que les émotions sont des signaux, réalisant que vous êtes le ciel et non la tempête, ce qui vous permet de reprendre les rênes de votre vie, de votre paix et de votre liberté de choix. Une grande part de nos souffrances provient de cette illusion unique, la croyance qu'à force d'efforts, nous pouvons tout contrôler, y compris l'entourage, ses opinions, nos propres pensées et l'avenir. La réalité est que vous ne contrôlez rien de tout cela, de la météo aux embouteillages en passant par la remarque désobligeante d'un inconnu, et s'accrocher à ce qui ne nous appartient pas ne fait qu'épuiser notre énergie. Les stoïciens ont connu les guerres, les pestes et l'effondrement des empires. Pourtant ils avaient compris que le contrôle est une illusion, ce qui leur permettait de concentrer leur énergie exclusivement sur leurs propres réponses, pensées et actions. Ce que l'autre dit, fait ou la manière dont il traite le monde n'est pas de votre ressort, mais votre manière d'y répondre vous appartient entièrement et pour toujours, vous dotant de l'outil le plus puissant qui soit, votre esprit. Votre pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans la relation que vous entretenez avec lui, un basculement subtil qui apporte une liberté inédite dès lors que l'on cesse de s'épuiser après le contrôle. Les ralentissements routiers et les personnes impolies existeront toujours,
Mais votre réponse demeure le seul domaine où votre contrôle est total et votre force réelle, vous extrayant d'un engrenage de stress et de frustration. Réclamer ce pouvoir permet de le tourner vers l'intérieur, vous transformant de victime des circonstances en créateur de votre expérience. Capable de traverser la tempête en restant serein. En abandonnant la volonté de gérer l'ingérable, vous libérez de l'espace pour la paix, la clarté et la sagesse, passant du statut de victime à celui d'architecte de votre propre existence. En réalisant cela, les désagréments du quotidien cessent de vous impacter, devenant plutôt des occasions de pratiquer l'art de la réponse au lieu d'attendre une situation idéale et reposante qui ne viendra jamais. Seul le présent existe, et en vous focalisant sur votre esprit, vos actions et vos réactions, vous commencez à vivre selon vos propres critères, générant votre paix et ramenant l'attention vers l'intérieur, là où votre puissance a toujours attendu d'être saisie. La maîtrise de l'esprit est un cheminement progressif fait de moments infimes, de décisions minimes et d'ajustements subtils dans votre manière de répondre à l'existence, loin de toute transformation radicale et soudaine. Le véritable changement s'opère lorsque vous cessez de réagir en mode pilote automatique pour vous engager avec votre esprit de manière consciente et délibérée, en choisissant de marquer un temps d'arrêt, de respirer et d'observer vos émotions au lieu de les laisser dicter vos actes. Cette progression vise à avancer plutôt qu'à atteindre la perfection, en commençant par la décision de ne plus lutter contre vos émotions pour les accepter telles qu'elles sont. La peur se présentera toujours de façon discrète et insidieuse, sans invitation, mais vous n'avez pas à la fuir. Écoutez-la, cherchez à comprendre son origine et désamorcer son influence en choisissant la manière de l'accueillir. Il en va de même pour la colère, qui s'embrase et pousse à parler ou agir sans réfléchir, mais qui peut être transmutée par une simple pause réflexive. La colère, tout comme la peur, est un signal indiquant qu'un point requiert votre attention plutôt qu'une injonction à agir de façon irréfléchie, et elle s'avère précieuse si on la canalise vers la compréhension plutôt que vers l'explosion. Carl Jung a dit un jour que tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin, ce qui est la clé exacte pour se libérer du pilote automatique. Lorsque vous laissez les réactions décider, vous vivez de manière inconsciente, mais choisir de s'arrêter et d'observer permet de se réapproprier son esprit et de cesser de subir sa vie comme une fatalité. La vraie maîtrise ne consiste pas à supprimer les émotions négatives, mais à apprendre à cohabiter avec elles, à les décoder et à décider de ses actes depuis un espace de clarté plutôt que sous le coup de l'impulsion. Les émotions sont des signaux, pas des ordres, et le fait de les observer sans réaction immédiate fortifie votre aptitude à répondre, développant un automatisme qui transforme ces légers décalages en changements durables. Tout commence ici et maintenant, par une respiration et un temps d'arrêt avant de parler, transformant votre existence en vous permettant de percevoir le monde différemment et de vous y engager consciemment. La maîtrise de l'esprit implique de comprendre que la peur et la colère ne vous définissent pas et ne vous contrôlent pas. Elles font simplement partie de l'expérience humaine, et en apprenant à choisir votre réponse, vous accédez à votre véritable puissance en faisant ce premier pas, aussi infime soit-il. Vos émotions ne vous définissent pas. Elles ne vous contrôlent pas. Elles font simplement partie de l'expérience humaine. Lorsque vous apprenez à les observer, et lorsque vous apprenez à faire une pause et à choisir votre réponse, vous accédez directement à votre véritable pouvoir. Alors, rappelez-vous ceci. Vous n'avez pas à tout régler aujourd'hui, et vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses en ce moment même. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire le plus petit pas vers la maîtrise. Cela ne demande qu'un infime changement dans votre façon de répondre au monde qui vous entoure. Une seule pause, une seule respiration profonde ou une seule décision consciente peuvent suffire. Dans ces moments précis, vous trouverez le pouvoir de changer complètement votre vie. Vous avez le pouvoir inhérent de façonner votre vie, non pas en contrôlant tout ce qui vous entoure, mais en choisissant la manière dont vous y répondez. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que la réaction automatique, vous ne changez pas seulement vos actions immédiates. Vous changez activement votre destin. C'est votre voyage personnel et votre propre croissance. Et tout commence par le plus petit changement possible. Merci de faire partie de Stoic Journal. Si vous êtes prêt à plonger bien plus profondément dans la maîtrise de votre esprit et à vivre avec un but,